La lune de miel se poursuit pour Lionel Messi à Miami. John Herdman quitte pour Toronto. Est-ce que finalement Mauro Biello est l'homme de la situation pour le Canada? Et est-ce que c'était le dernier match de Mo Salah à Liverpool? Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour Hassoun. Bonjour Christine. Salut Oli. Bonjour. J'avais dit la semaine passée, tant et aussi longtemps que Messi va faire quelque chose d'impressionnant, on va ouvrir le show en parlant de lui. Je tiens à dire que hier, je me disais, bon, ben c'est terminé avec la défaite en milieu de semaine. Mais là, finalement, hier soir, au moment d'enregistrer ce balado, ben hier soir encore, il nous a démontré tout ce génie avec 2 passes dans une victoire contre Los Angeles. À Los Angeles, il y avait quelques vedettes à cette rencontre-là. Hein? Des petites. Hein. Des petites. C'est comme la même foule qui se déplaçait expressément pour voir Hassoun Camara à Montréal. Oh, t'imagines. Des princes, des acteurs, un président des États-Unis, rien de moins. Et là, on connaît Messi, le buteur. Mais on connaît aussi le passeur. Et hier, on a vu comment, justement, il était capable de distribuer ce ballon à ses coéquipiers pour les faire briller. Là. On n'a plus rien à dire. Que dire de plus? C'est fou, hein? C'est ça, c'est le modus operandi Messi. Chaque fois que tu t'assois pour le regarder, il va sortir un autre lapin de son chapeau. Il démontre encore à quel point c'est peut-être le joueur le moins unidimensionnel de la planète. Il n'y a rien qu'il ne sait pas faire. C'est remarquable. Puis, peut-être un peu moyen, non? Il y a même, négatif. Quand il lève le point comme ça, comme dans le championnat espagnol, comme Maradona avait fait à l'époque, il a été capable de... C'était qui? C'était contre Retafe qui avait fait ça? Je me souviens plus. Exceptionnel. Un peu à la Maradona. Là, il avait marqué un but exceptionnel, puis il avait marqué ce but-là avec son point. Ouais, mais il a démontré des signes quand même de frustration là, en milieu de semaine. Est-ce que vous voyez ça comme un gars qui a la mèche courte ou au contraire un gars qui est passionné par... le sort de sa nouvelle équipe? Un gars qui est découragé, pas découragé, mais qui est contrarié simplement parce qu'il prend 1 point au lieu de 3. Moi, je prends ça dans mon équipe n'importe quand. C'est positif. Oui, c'est ça. On le sent impliqué vraiment dans ce projet-là. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, de savoir dans quel état d'esprit il allait être, et il est impliqué à 100%, ce qui peut amener quelquefois de la frustration. Et quelques jours après, c'est la magie qui opère encore une fois dans un stade plein, incroyable. On a tout qui est réuni, en fait. C'est de l'entertainment, c'est du spectacle. On a envie de voir ce qui va se passer. C'est vraiment le sentiment que j'avais en voyant le match hier. Un magnifique stade, des personnalités, comme tu l'as dit, dans le stade exceptionnel, et du jeu, du beau football. Un vrai match de football avec du rebondissement. Ça a été les commentaires des entraîneurs à la mi-temps aussi. Et un Messi qui est toujours présent, en fait. On vient voir le magicien et il nous en donne à chaque action. C'était juste fabuleux. L'action où il nous refait le remake de ce qu'il nous a fait à New York, où il a 2 doigts de refaire une 2 encore plus grande que ce qu'il a fait face à New York. C'est juste exceptionnel, à 2 doigts de mettre un but incroyable encore une fois. C'est plus à la passe décisive qu'il était hier, et c'était tout aussi fabuleux sur le but de Jordi Alba. Moi, j'ai adoré le spectacle, j'ai adoré Messi hier. En même temps, moi, j'ai hâte qu'il fasse ça contre d'autres défenseurs qui ont des pieds de céleri comme John. Le niveau pas très fort. Est-ce que l'Inter Miami peut encore espérer faire les éliminatoires? Est-ce que vous y croyez? C'est toute la question. Moi, j'étais très sceptique avant le match, sincèrement. De revenir d'aussi loin, sincèrement, je pensais que ça allait être extrêmement difficile. Et au vu de l'opposition qu'il pouvait y avoir, je pensais vraiment que LAFC allait gagner ce match au vu de la qualité. Je me suis dit que si Bouanga, si Vela, et si tous ces gars-là étaient à 100% de leur potentiel, ça allait être dur pour LAFC de gagner. Non, pour Miami. Et finalement, Miami sort de là avec les 3 points. Limite, de façon extrêmement logique, finalement, au vu de la physionomie. Et tu te dis, là, qui va les empêcher, en fait, de dérouler ce qu'ils sont en train de faire? Là, c'est juste incroyable. Et ce serait vraiment, vraiment exceptionnel s'ils arrivaient à accrocher les séries. Et comme je le dis, s'ils accrochent les séries, ils prennent le trophée par la même occasion, j'en suis persuadé. Est-ce qu'ils vont le faire? Parce qu'Hassoun, tu étais quand même... Sceptique, très sceptique, oui, comme je l'ai dit. Oui, mais au début sceptique, après ça, tu y croyais, et ensuite, au cours des derniers jours, tu dis « Ah non, ils vont pas réussir. » Ouais, très sceptique. Tu n'avais pas le micro devant ta bouche, mais tu nous as dit « Non, oublie ça. » Ouais, exactement. C'est même l'impression que je peux avoir encore aujourd'hui.
Puis tu te rends compte que le talent et la qualité est tellement au-dessus chez ces joueurs-là que tu as l'impression que c'est eux qui dictent le football. Et hier, sincèrement, dans certaines phases de jeu, je me disais, mais attends, c'est abusé. L'appel de balle de Jordi Alba sur 50 mètres, tu sais que les mecs se connaissent depuis 20 ans, tu le sais. Voilà. Quand Jordi il démarre, Jordi, mon ami Jordi, quand il démarre sur le côté Ça gauche. fait penser à Je m'appelle Jordi. C'est ça, vrai. Et je suis petit. Ouh là là, Non, ben, on a passé hey! 6 semaines Mais en non, mais évitant hey, ça. Là. Olivier, pour une fois qu'on a une vieille référence, pas par rapport au soccer, et qu'Assoun comprend. Parce Exactement. qu'habituellement, tu fais allusion à des vieilles émissions québécoises, puis lui, il est diplomate, il dit rien, mais dans le fond, il n'a aucune idée de quoi tu parles, puis j'avoue que moi aussi. Bah, Jordi, pour le coup. Les couche-tôt, non? Jordi, ça, on vient de rejoindre, c'est ce qui nous unit. C'est bon. Tout est Donc, bon. Parler on de a Mylène dit- Farmer la semaine Non, tu prochaine. disais Jordi, on revient au sujet. Mais oui, mais tu sens qu'ils se connaissent depuis la nuit des temps et que c'est réglé. Il sait que Messi va lui mettre au meilleur endroit et que ça va faire but, comme on l'a vu au FC Barcelone pendant des années. Donc, qui peut arrêter ça? Les matchs, je veux dire, ils sont toujours présents aujourd'hui, ils font la différence. Puis, je suis pas devin, je donne juste mon ressenti. Puis, les joueurs sont là pour contredire à chaque fois, à chaque performance. Et ils le font très bien. C'est juste exceptionnel ce qu'ils arrivent à proposer. Donc, si la tendance se maintient, on va ouvrir l'épisode de la semaine prochaine avec Lionel Messi. Mais pour l'instant, Oli, sceptique, mais on regarde. Je vais le croire quand je vais le voir. Mais là, pour l'instant, il faut parler de John Herdman et de l'équipe canadienne qui se retrouve pour le moment avec un nouvel entraîneur-chef. Walking away gives an opportunity for someone else to come in and lift this team to another level. I think that's the exciting thing for the next coaching team coming through. And for me, again, you see this Toronto FC opportunity, the opportunity to be week in, week out at BMO Field, a stadium that has been very good to me and my staff, and some unbelievable memories there. To know that you can do that week in, week out, it's just a different challenge in life. I think our players are excited for us, given the conversations that we've had over the last 2 days. But at the same time, I think they understand this is the nature of football. John Herdman qui devient l'entraîneur du Toronto FC. Commençons par la base. Étiez-vous surpris de sa décision? Il quitte une sélection à 3 ans d'une Coupe du Monde qui va être disputée dans le pays. Et là, pour aller entraîner une équipe qui ne va pas très bien, comment vous voyez cette décision? Ben écoute, quand tu regardes qu'est-ce que Canada Soccer a à faire pour être concurrentiel dans une Coupe du Monde en 2026, puis ce que Toronto FC a à faire pour être concurrentiel, mettons, l'année prochaine en Coupe MLS, je pense que le chantier est pas mal moins imposant à Toronto FC. Tu as pas mal plus de ressources pour travailler sur ce chantier-là. Est-ce que vous Dans pensez cette optique-là, je pense pas que c'est illogique à qu'ils quel décident point de faire ce move-là à ce moment-ci. l'aspect financier a peut-être influencé cette décision? Pensez-vous, bien, soyons clairs, est-ce qu'il va faire plus d'argent avec Toronto qu'il en faisait avec le Canada? Oui, assurément. Assurément. Je pense que le poste d'entraîneur à Toronto, sur le plan financier, j'imagine qu'il va bien s'en sortir à ce niveau-là. Moi, j'étais à moitié surpris parce que je l'ai écrit à quelques reprises. Je trouvais qu'il arrivait un petit peu en fin de cycle, que son message n'avait pas spécialement de renouveau auprès de ses joueurs et auprès des journalistes. Ça commence à moins bien passer. Ouais. Ouais, exactement. Et après, c'est de voir ce qu'il sera capable de faire au quotidien. Moi, c'est là où je suis le plus sceptique pour lui à Toronto, en tout cas. C'est des jobs complètement différents. On est à des années-lumière en termes justement de responsabilité, en termes de travail au quotidien, d'entraînement. Et on sait que John Herdman, moi, la première qualité que je vois chez lui, c'est son discours, sa capacité à motiver les troupes. Mais à chaque jour? Mais le faire à chaque jour, chaque matin, lorsque ça ne va pas, et d'avoir le même discours, le même registre pendant toute une saison, 2 saisons, 3 saisons, c'est là où où j'en attends plus tactiquement sur l'apport qu'il peut apporter, sur les changements, sur les compositions qu'il peut mettre en place, sur le fait de gérer des stars dans un groupe. On a vu les limites en sélection avec Alphonso Davies, qu'il est capable de le faire avec des gros joueurs. Aujourd'hui, ce sera Insigne. Je ne pense pas que l'année prochaine, ça sera le cas. Enfin, il peut y avoir des mouvements, mais c'est tous ces aspects-là sur lesquels j'ai envie de voir le regard qu'il aura.
Et je reste pour l'instant dubitatif. D'autant plus que ce qui m'a le plus gêné chez lui, et je suis obligé de le dire, mais on se souvient de son discours à dire que ses joueurs en sélection devaient aller toucher le plus haut niveau. Et pour lui, le plus haut niveau, c'était l'Europe. S'il faut que ces joueurs aillent en Europe, qui pour être en sélection nationale, il faut aller toucher le gratin, il faut que tous les joueurs soient là-bas. Puis finalement, c'est ce même sélectionneur qui casse, entre guillemets, son ambition pour aller en MLS et nous vend aussi le rêve de dire que c'est une progression pour lui. Donc, c'est là où je suis un petit peu dubitatif. Ah, mais est-ce qu'il ne doit pas sentir la soupe chaude aussi? Lui, comment il fait pour aller se tester dans les 5 plus grands championnats en Europe non plus? Il faut qu'il aille en club à quelque part pour pouvoir peut-être un jour faire la transition. Mais on a souvent parlé, puis vous venez de le dire, que ce qu'on entend, c'est peut-être que le vestiaire est un peu divisé, le message passait un peu moins bien, puis on remettait en question sa présence d'ici à la Coupe du Monde. Peut-être sentait-il aussi que, mais si lui ne prenait pas la décision, on allait prendre la décision pour lui éventuellement. Donc là, au moins, il y a des changements. Pour l'instant, c'est Mauro Biello qui est là comme un poste intérimaire. Premièrement, est-ce que vous pensez que Mauro Biello a l'étoffe, les habiletés pour être le candidat de façon permanente? Moi, je pense qu'il pourrait. Je pense qu'il pourrait, mais c'est l'opportunité de sa vie, en fait. Il est intérimaire aujourd'hui. Il a l'expérience et il a pu côtoyer justement John Herman de très très près pour en avoir discuté avec lui. Il parlait vraiment des habiletés de John Herman au quotidien. Pour lui, c'est juste extraordinaire ce qu'il a réussi à faire et pouvoir, pourquoi pas, reprendre ce relais, apporter un nouveau souffle, apporter un nouveau discours aussi à cette équipe-là. Je pense qu'il peut avoir la position parfaite pour ce rôle. Maintenant, c'est lui qui a les clés de tout ça. Moi, je sais à quel point il peut prendre des décisions fortes aussi dans un vestiaire. Il peut montrer des forces de caractère, même si on le pense gentil à travers. Voilà, c'est Mauro, quand on le voit à l'extérieur, très calme, etc. Mais quand il faut trancher, prendre des décisions, il est capable de le faire, vraiment, vraiment. Et oui, pour l'avoir vu de très près dans un vestiaire. Excuse-moi, il y a les mots Didier Drogba écrits dans ton c'est ça, on voit très mal d'ici. Pas seulement. Il y a quand même, je veux dire, il faut quand même une certaine force de caractère puis avoir confiance en ses décisions pour décider d'asseoir un certain Didier Drogba. Oui, exactement. Et c'est pourquoi il va être confronté à des joueurs de ce calibre dans sa sélection. Et je pense que l'enjeu pour lui, c'est de prendre des décisions que peut-être Herman n'aurait pas pu prendre par le passé. Moi, j'ai envie de voir un Alphonso Davies respecter le schéma tactique et être dans le moule justement d'un 11 collectif et pas faire ce qu'il veut quand il veut et montrer qu'il est bien plus fort que les autres. Il est bien plus fort, mais est-ce que Mauro aura le caractère pour lui dire que tu suis l'équipe, tu suis les règles de l'équipe, sinon tu dégages? C'est ce que j'ai envie de voir, moi, de la part de Mauro et de prendre justement cette responsabilité-là pour sortir de ce statut d'intérimaire, parce que le but, c'est ça aussi. Moi, j'ai envie de le voir en Coupe du Monde. À lui, justement, d'aller chercher cette opportunité, mais incroyable, vraiment. Et en même temps, tu parles de Davies. Moi, ce que je trouve vraiment crucial pour Mauro, c'est peut-être justement d'établir c'est quoi le rôle d'Alphonso Davies dans cette sélection-là, c'est quoi la position, où est-ce qu'on le voit, parce que je suis toujours pas sûr de c'est quoi le plan. Est-ce que c'est l'arrière-gauche de cette équipe-là? Est-ce qu'on veut le faire jouer en avant? Je ne le sais pas. Fait que, tu sais, pour tout... Puis je suis d'accord avec ton point, oui, il fait un peu qu'est-ce qu'il veut sur le terrain, mais c'est sûr que quand tu es balancé à gauche puis à droite, en avant, en arrière, ça devient plus difficile de se faire une tête aussi. S'il y a une chose que j'aimerais voir Mauro faire, c'est peut-être justement ça. Et sur l'occasion qui se présente à Mauro, quand il a pris la tête de l'Impact à l'époque, oui, il y avait Didier Drogba et tout ça, Frank Lopez vient de se faire congédier, mais il était dans une situation où il n'y avait pas grand-chose à perdre comme entraîneur. Il n'y avait pas d'énormes attentes qui étaient fondées sur lui. Et il a éclaté ces petites attentes-là. On peut faire la même chose. L'Impact s'est mis à jouer comme il n'avait jamais joué auparavant avec Didier Drogba. L'année d'après, s'en va en finale de l'Est de la MLS. Mauro Biello est très bon dans ces situations-là où est-ce qu'il n'y a rien à perdre. C'était comme ça quand il était joueur aussi. C'est comme ça qu'il a été comme entraîneur en club. Là, en sélection, oui, c'est deux emplois qui ont des défis, des descriptions de tâches complètement différentes. Mais je trouve qu'encore une fois, les astres s'alignent
pour que Mauro Biello ait l'occasion de faire son travail comme il l'entend. Ça m'encourage, pour lui. Mais est-ce que Canada Soccer a les moyens aussi de se payer un entraîneur de réputation, un grand nom? Puis est-ce que d'abord, Mauro Biello ne devient pas un choix défaut. facile par défaut parce qu'il coûte pas mal moins cher qu'une grande vedette? Ça pourrait être le cas. C'est sûr que lorsque tu as des moyens illimités, forcément, tu as la possibilité d'aller chercher des grands noms. Je veux dire, Hervé Renard, l'Arabie Saoudite allait le chercher, mais Oui, le bien budget sûr. n'était pas l'enjeu. Là. Bien sûr. Mais je pense que c'est un avantage pour Soccer Canada d'avoir un gars qui était dans le vestiaire, qui peut donner une certaine continuité aussi par rapport à un groupe qu'il connaît bien. Désamorcer certaines situations. Tout Aussi, ça, ouais. quand tu as vécu des choses, tu as vécu des victoires avec cette équipe, tu as vécu des défaites dans un vestiaire, forcément, c'est un bagage qu'aucun entraîneur ne peut avoir aujourd'hui, aussi réputé qu'il soit. Donc, à Mauro, justement, d'en faire un avantage. On veut voir comment il va se comporter, est-ce que sa carrure, sa personnalité, le fait de pouvoir trancher aussi dans le vif quand il faut prendre des bonnes décisions. Tactique aussi, j'en reviens, mais moi j'ai été déçu. C'est là où j'ai eu du mal avec Herman. Je trouvais qu'il avait des décisions des fois qui n'allaient pas dans le sens finalement du collectif. Jonathan David, moi je suis désolé, c'est un grand joueur pour moi. Le voir galérer de cette façon-là, ne pas recevoir les ballons qu'il mériterait d'avoir sur le front de l'attaque, j'ai plus envie de voir ça. J'ai envie de voir un joueur prolifique qui a la qualité, qui démontre la qualité qu'il peut avoir aussi. Donc à Mauro de remettre tout ça en marche. Et je pense vraiment qu'il a le potentiel pour être celui qui emmènera l'équipe en 2026. J'espère quand même qu'il y aura un processus en bonne et due forme. Pas juste dire « Ah, OK, Mauro, ça va être ta chance. Oui, on va le laisser travailler comme sur une base intérimaire. » Je pense, en tout cas, j'espère que Mauro, dans un processus comme ça, mettrait son nom en avant pour avoir le travail sur une base permanente. Mais il y a quand même des candidats intéressants qui... Je pense qu'on peut oublier Carlo Ancelotti, par exemple, ce genre de gars-là. Mais quand tu regardes un Bobby Smirniatis, qui est l'entraîneur en majuscule dans la première ligue canadienne, qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec le Forge FC? Je pense qu'il y a certains candidats qui mériteraient qu'on les écoute, qui mériteraient qu'on voit c'est quoi leur conception de l'emploi, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans les 3 prochaines années, parce qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Puis c'est pas vrai que depuis les qualifs en CONCACAF, à partir de ce moment-là, que là, soudainement, les roues ont complètement débarqué du train, puis il ne se passe plus rien. Là. J'ai vraiment été déçu de la Coupe du Monde, oui. J'ai été vraiment déçu de ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde, mais je pense que dans cette équipe-là, il y a assez de matériel pour faire quelque chose qui se tient. Certains avançaient même le nom de Bev Priestman. Est-ce que c'est un scénario auquel vous croyez? Moi, la chose qui m'agace là-dedans, je vais le dire, puis ça fait penser à Emma Hayes, l'entraîneuse de Chelsea, l'équipe féminine de Chelsea. On lui parlait est-ce que tu pourrais être intéressé à aller du côté de la Premier League et tout. Puis elle dit, mais pourquoi on voit ça comme une progression? Je suis déjà en train de m'occuper de certaines des meilleures joueuses au monde. C'est pas parce que tu t'en vas du côté masculin que c'est une promotion dans ta carrière. Là. Et de la même façon, Hervé Renard, qui est sélectionneur de la France du côté féminin, c'est pas une démotion non plus. Si l'emploi intéresse Bev Priestman, puis qu'encore une fois, il y a un processus, on veut rencontrer le plus de candidats, de candidates possible, pourquoi pas? Je te dis pas donne-lui la job. Mais Bev Priestman, elle est en difficulté en ce moment même. C'est ça que je te dis. Je ne donne pas la job en ce moment. Mais est-ce que je vais dire à Canada Soccer, surtout, ouvrez même pas la porte pour écouter sa présentation? Non, évidemment pas. Non, mais moi, pour être franc, je vois pas du tout Bev Priestman sélectionneuse aujourd'hui. Je pense que faut qu'elle essaye de sauver sa peau pour commencer. Déjà, moi, t'sais. sincèrement, je reste encore sur ce qu'on a vu en sélection. Il y a des choix, quand on parlait de choix, quand on parlait de choix justement d'un sélectionneur, d'arriver à trancher dans le vif, je trouve que c'est pas du tout ce qu'elle a réussi à faire avec Christine Sinclair, par exemple, où on sent que on ne sait pas, est-ce qu'il faut la prendre, pas la prendre, continuer, pas continuer, la faire jouer, pas la faire jouer. Tu dois justement trancher dans le vif quand il le faut, prendre des décisions fortes, et je trouve qu'elle n'a pas été en mesure de le faire. Oui, mais Herdman, il en a pris des décisions fortes. Il a fait jouer Atiba Hutchinson à la Coupe du Monde. Oui, mais je veux dire, c'est son joueur, c'est un accompagnement, c'est le joueur que tu détestes aussi. Quand tu dis des décisions qui ne font pas l'unanimité, il en a pris.
Ouais, mais c'est le fun Non, quand tu prends une non, décision qui fait pas l'unanimité, puis là, c'est comme, ça fonctionne au bout. Je vous OK, l'avais mais dit. Mauro, là, le connaissant, quand vous connaissez son style, puis vous regardez les joueurs qui ont été sélectionnés les dernières fois par John Herdman, est-ce que vous voyez certains changements qu'il pourrait faire? Ben Est-ce oui. que j'ai pas le choix de penser? Est-ce que vous pensez qu'un Mathieu Choignard, parce que c'est Mauro Biello, parce qu'il le connaît, aurait plus de chances soudainement de se retrouver dans les plans? Mathieu Choignard devrait être dans la sélection nationale, pas parce que Mauro Biello est par intérim l'entraîneur de cette sélection-là, mais parce qu'en ce moment, sur tout le bassin de joueurs, puis son poste, puis qu'est-ce qu'il peut offrir à cette équipe-là, parce qu'il le mérite. Il n'y a pas de question de « Ah, parce qu'il est québécois, puis Mauro Québec ». En ce moment, il le mérite, et pour moi, c'est un non-sens. Tu prends Mathieu Ce Choignard. serait un non-sens qu'il ne soit Ouais. pas là pour affronter le Japon. Tu prends Mathieu Choignard avant Sam Piette. Sam Piette, ses années Ben, sont c'est- faites? Ou... Ben non, mais c'est pas le même poste, c'est pas le même profil Mais du non, mais tout. quand là. même, Tu Sam compares Piette des pommes n'est avec plus des dans oranges. les... n'est plus dans les plans. OK, Jonathan Sirois, si tu dis il mérite selon les performances, Je pense que Jonathan Sirois peut certainement être au moins le troisième gardien de cette équipe-là. là, il faut voir est-ce que Max Crépeau revient. Peut-être, possiblement. Milan Borjan, il a 103 ans. C'est tout. Juste ça. Je veux Et dire, c'est en cynique. quoi Jonathan Sirois ne ferait pas partie des plans? Non, Je veux mais dire, dans c'est une juste- équipe moyenne, il cumule les blanchissages. Là. Non, c'est justement ça. C'est justement savoir de quelle façon est-ce qu'il va renouveler cet effectif, amener sa patte, sa touche. Après, une sélection, c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui sont pris. Faut se le rappeler aussi. Il y a des joueurs qui, à travers leur personnalité, accompagnent aussi un groupe, te permettent de bien vivre aussi, permettent aux titulaires de mieux s'exprimer et de pas ressentir entre guillemets, une concurrence forte lors de certains rassemblements aussi. Donc, il y a tout cet équilibre à avoir. Et peut-être qu'il a des joueurs voilà, qui sont dans le groupe et qui le font très très bien. Ou à l'inverse, comme vous l'avez dit, moi, un Choignard, il faut qu'il soit pris pour son potentiel et ses qualités. Et le piège, c'est ça, c'est de se dire que Mauro est québécois, connaît des joueurs québécois, donc il faut qu'il les ramène avec Est-ce lui. qu'il n'était pas pris, parce que certains disent qu'il n'était pas pris parce qu'il était québécois, parce qu'il joue en MLS Non, avec je pense John pas. Herdman? Non, je pense pas. OK, mais certains disent, moi, je suis juste la porte-parole de certaines personnes. Oui, non, là. bien C'est pas sûr. mon opinion, Après, là. Mais certains disaient s'il avait joué en 3e division en Turquie, il aurait plus de chances d'être pris que parce qu'il joue à Montréal. C'est peut-être justement dans la considération d'Herman, c'était peut-être ça, son défaut de regarder la Ligue comme une ligue inférieure par rapport aux autres circuits. C'est parfait, ça. Il coach dedans Voilà, maintenant. exactement. Donc il pourra Quand il va voir ses joueurs non sélectionnés, là, il va se demander pourquoi, soudainement. exactement. Il pourra voir de plus près un petit peu le niveau ici et puis s'apercevoir que c'est aussi un vrai championnat Ouais, dans voilà. lequel il a signé aujourd'hui. Ouais, mais Je la sais- défense. Je ça sais sonne. qu'Olivier, t'adores spéculer et parler de rumeurs. Oui, j'adore Donc, ça. on va faire un C'est mon petit pain et bloc mon beurre. juste pour toi. C'est comme un cadeau que je t'offre aujourd'hui. Did you have to consider in any way whether Mo Salah would be fully focused today, given all of the chat this week that's been going on? I mean, was that something that you just kept an eye on to make sure he was fully focused on this game? I didn't have to. This was a media story. They never came through. I have a big desk in my office. A lot of papers are on that. I have a laptop, iPad, everything, what you need. None of them are busy with any kind of these news. So I have a lot of other things to do, and that's why we never thought about it. Mo had a completely normal, good training week, and no, there was nothing from my point of view to think about. Have a good game today. Thank you very much. Monsieur Klopp qui dit, ben voyons, c'est les médias, ils ont tout construit. Ça Je n'existe pas, l'adore. cette histoire de transfert de Mo Salah. Bon, est-ce que Mo Salah a disputé son dernier match avec Liverpool? On l'a vu verser quelques larmes après la rencontre. Les rumeurs disent qu'il serait transféré en Arabie Saoudite pour un montant à peu près de 200 millions d'euros. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que Klopp est un bon menteur? Le problème, c'est qu'avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, tu rentres dans un monde où il peut tout se passer, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. La réalité, c'est que Mohamed Salah, bien entendu, plairait à n'importe quel club au monde et encore plus en Arabie Saoudite où son profil serait exceptionnel. Et en même temps, tu te dis, partir là-bas maintenant, moi, j'ai envie de le voir encore sous le maillot de Liverpool, faire ce qu'il sait faire. Ah bon, maintenant, tu veux que les Ah, joueurs ben restent là. en Europe à Sun. Fait que Non, là, mais- tu comprends Ah, que ben. Neymar, lui, il veut quitter pour plusieurs centaines de Oui, millions, mais lui, non. Non, mais en fait, ce que je reproche, c'est que je pense que c'est le fait qu'il soit
je pense que c'est parce qu'il est musulman, joueur arabe, qu'on survend en fait le fait de voir un transfert de Mohamed Salah en Arabie Saoudite. Et la réalité, c'est que, je veux dire, hormis, comme il l'a dit, je veux dire, sur les faits de voir les médias en parler, il n'y a aucun prémisse qui dit que Mohamed Salah est amené à quitter la Première Ligue pour l'Arabie Saoudite. 200 millions d'euros, c'est pas mal ça le prémisse, je dirais. Est-ce que Liverpool dirait non à une telle somme d'argent? C'est le même discours que pour les autres joueurs. Non, moi je suis pas. Non. Moi, toi, je tu ne penses pense que- pas. Je ne vois pas, au vu de la réaction de Klopp, au vu de. Alors, ou alors c'est le meilleur joueur de poker au monde, là, vraiment. Mais au vu de sa réaction, au vu de sa surprise continue de voir la question posée à chaque fois, j'ai l'impression que en fait, je vois pas le début d'un commencement d'un transfert. Alors peut-être que je me trompe. Neymar, on en parlait beaucoup. Il y a eu beaucoup d'expressions à ce niveau-là. Les dirigeants en ont parlé aussi. Tu voyais que les choses se faisaient dans un sens et puis il n'y avait pas de problème. Mais Mohamed Salah, je veux dire, est-ce qu'il n'a pas raison, le club, en disant ça? Est-ce qu'il n'y a pas que nous qui en parlons pour en parler? Mais À On ma va connaissance, voir. à ma connaissance, il n'y a pas eu de. il n'y a rien. Je veux dire, il pas n'y eu a d'offres absolument rien. concrètes. Attends Ils ont jours, encore là. le temps de revenir Il à reste la quoi, charge. Qu'est-ce que jours, dit, 3 jours? qu'est-ce que dit Fabrizio On va regarder. Fabrizio, Voilà, il passe, c'est ça. il a publié son Il n'a temps. sûrement pas dit Mais non, mais Hugo, c'est Il a hein, publié son temps d'écran sur Twitter. Il passe 20 heures par jour sur son écran. J'espère qu'il y a des bonnes gouttes pour Toi les qui aimes yeux. la spéculation, là, puis là, je veux J'adore dire, ça. on remercie Jacques-Alexis, le réalisateur, de nous fournir du contenu farfelu. Alors lui, là, dans son rêve cette nuit, là, il a pensé au fait que Liverpool allait accepter le 200 millions d'euros pour transférer Salah en Arabie Saoudite et on allait servir de cet argent-là, de ce montant-là, pour faire venir l'année prochaine Kylian Mbappé. Moi, j'aime la deuxième portion de, de ce Hey, scénario-là. c'est rare, vous êtes Mbappé à d'accord? Liverpool, moi, Ça serait comique. Ça m'amuserait énormément. Bah, disons Mais- que c'est quand même le seul club, franchement, en dehors du Real Madrid, pour lequel on a beaucoup parlé d'Mbappé. C'est vrai. Donc, je donne crédit quelque part à Jacques-Alexis. De rien, Jacques-Alexis, je t'entends justement. Mais c'est vrai que Liverpool, c'est le club sur lequel on a quand même discuté, imaginé certaines choses. Et voir Kylian Mbappé en Première Ligue, c'est sûr que ça peut être un mouvement exceptionnel. Moi, je pense qu'il mettrait 40 buts moi, dans cette ligue. D'autres se montraient plus sceptiques en disant attends, il a mis 30 buts en Ligue 1, pourquoi il va en mettre plus en Première Ligue? Moi, j'ai l'impression que les caractéristiques de la Première Ligue, mais il va les boire comme Haaland le fait en ce moment, en fait. Et je ne vois pas Kylian Mbappé moins fort qu'Haaland en Première Ligue, au vu de ses qualités, de sa vitesse, de ses appels en profondeur. J'ai l'impression que c'est le joueur fait pour ça aussi. Heureusement pour les Parisiens, il est chez nous, il est chez nous en ce moment. Mais écoute, je serais pas. Ce serait le fit peut-être le plus évident après le Real Madrid, je pense, si un transfert devait se faire de la part de Kylian Mbappé. Mais si on s'en tient au niveau sportif, là, en quoi Liverpool a besoin de Mo Salah, dans le sens où est-ce qu'ils vont gagner la Ligue, est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, tu Pourquoi, sais? pourquoi il ne gagnerait pas la Ligue? Je veux dire, c'est encore possible. Là. Liverpool n'ont pas 100 000 distractions. Ils ont eu un Moi, ça- accident. Moi, moi- je pense que l'année dernière, c'est un accident de parcours. J'ai Ben, envie de je l'inscrire pense que comme oui. ça, en fait. C'est une grosse équipe. Liverpool, ce qu'ils ont fait depuis 5 Ouais. ans, là, c'est juste exceptionnel. La progression qu'ils ont eue. Je veux dire, Klopp, il fait un travail tactique exceptionnel aussi. Et je- si, je pense, s'il n'y a pas de Mohamed Salah, Liverpool ne gagne pas C'est ça. cette fameuse ligue-là qui leur échappait depuis tellement longtemps. J'allais dire Fait Sadio que quand- Mané aussi. Ben N'oublions ouais, pas Mané notre aussi, Sénégalais. mais tu vois, Mané est parti, puis on est arrivé à le remplacer. Salah, Mmh, Salah ça a plus été difficilement... Ça a été plus dur, justement. Pour moi, plus Quoi, Salah plus n'est pas difficilement- remplaçable? Je le trouve plus difficilement remplaçable pour oui, ses qualités sur le terrain, mais pour ce qui signifie aussi pour ce club-là. Puis on parle de l'argent, la valeur de l'argent, tout ça. Puis tu peux vendre un joueur 200 millions d'euros, 200 millions de livres, peu importe. Mais ça, ces émotions-là qui ont été vécues à Liverpool, qu'est-ce qu'il veut dire pour ce club-là? Ça a une valeur qui... tu sais, on dirait que cet été, le monde du soccer mondial a plus eu l'air d'un game à FIFA que jamais auparavant. Tu as un club qui arrive, qui te propose 200 millions. Ben oui, je vais prendre le 200 millions, puis je vais acheter 4 joueurs à 50, puis on va gagner. La vie n'est pas une partie de FIFA. Tu peux pas juste vendre des c'est joueurs. pas mal de cette ça. Mais là, tu as le droit, quand tu es un club comme Liverpool aussi, de dire non, je la prends pas, l'offre. Je la prends pas, l'offre. Il nous est pas mal plus utile que 200 millions.
Ça se fait dire ça On aussi. se reparle la semaine prochaine quand on va voir les images de Mo Salah arrivant en Arabie Saoudite. Mais tu sais, au moins, lui, il n'a pas vécu l'enfer à Liverpool, contrairement à Neymar au PSG. Neymar, dans les derniers jours, qui dit « Messi et moi avons littéralement vécu l'enfer à Paris. Je sais que vous êtes des hommes sensibles. Je sais que ça va vous toucher profondément. » Olivier qui lance son crayon présentement. Assoun, tu me disais hier, je prendrais bien cet enfer. Ah oui. À ce prix-là. À ce prix-là. 40 millions à l'année. Mais c'est comme rire de nous un peu, là. Non, mais moi, je trouve ça cocasse, en fait. Autant j'adore, je l'ai dit, moi, techniquement parlant, sur l'émerveillement qu'il peut donner sur un terrain. Neymar, il est fabuleux. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs en termes de talent, il n'y a pas de problème. Mais s'exprimer de cette façon-là, alors que tu es resté autant d'années au PSG, où on t'attendait, où tu aurais pu, justement, en termes d'investissement professionnel, donner beaucoup plus à ce club, tu te plains en disant que tu as vécu un enfer, alors que peut-être avec carnaval à droite, anniversaire à gauche, voyage. Je veux dire, il n'y avait pas l'air de souffrir, là. C'est ça allait quand même, là. Cet enfer-là, je le veux bien. Moi, tu me le prêtes quand tu veux. Donc, je trouve ça décevant de la part de Neymar, mais aussi un petit peu de Messi. Je rajoute Messi aussi dans leur expression aujourd'hui. La façon dont ils crachent, entre guillemets, sur le Paris Saint-Germain aujourd'hui, je trouve ça un petit peu compliqué, d'autant que Messi parle très peu, s'exprime très peu justement sur ces choses extrasportives. Puis là, ça se lâche un petit peu. Paris, c'était dur, on a souffert, on nous a maltraités, etc. Je veux dire, mais regardez ce qu'on vous a donné. C'était le seul club qui était capable de vous donner le salaire que vous vouliez obtenir. Puis aujourd'hui, voilà, vous partez, vous avez de belles aventures aussi devant vous. Je pense qu'il faut partir avec classe et ne pas forcément se tourner sur ces commentaires-là. Combien de fois depuis début de l'été, on parle de « Écoute, c'est sûr, tu te fais offrir autant d'argent. Qui dirait non? » Mais il y a des gens qui ont encore des valeurs, comme un Sergio Ramos qui choisit d'aller à Séville. Le gars qui sort du Paris Saint-Germain. Le gars qui va aller à Séville, il aurait pu avoir 11 millions d'euros par année pour aller en Turquie, encore plus pour aller en Arabie Saoudite. Et non, il décide d'aller à Séville pour ce que ce club représente pour lui, pour sa famille. Tu sais, Sergio Ramos... Le club où il a marqué une panenka avec le Real Madrid puis il est allé devant les ultras en faisant ça. Tu sais, Sergio Ramos, le bon gars aux bonnes valeurs. Magnifique. N'est-ce pas? Toi, tu es un expert, tu as un PhD en Sergio Ramos, vu qu'il a joué au PSG. Ouais, non, je trouve que c'est une... Je veux dire, il a réalisé une carrière exceptionnelle. C'était le meilleur... Pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'histoire du football, vraiment. Je veux dire, il a tout fait. Le gars est juste exceptionnel défensivement, dans le caractère, la grinta. Techniquement, c'est un des joueurs les plus à l'aise. Il tire les pénaltys de temps en temps devant Cristiano Ronaldo ou d'autres méga joueurs qui faisaient partie de son équipe. Offensivement, il fait la différence à chaque fois. Ligue des Champions, il revient face à l'Atlético. Dernière seconde, bim, bam, tête, but, je suis là. Je veux dire, c'est un joueur unique qui a tout. Il a tout de réuni. Oui, mais pourquoi lui, je veux dire... Pourquoi lui, il ne fait pas comme les autres, aller en Arabie Saoudite, aller chercher le gros montant? Il l'a fait, il a été au PSG, c'est aller au Qatar. Je veux dire, d'une certaine façon, il a fait 2 ans. Ne vendez pas le joueur, joueur exceptionnel, ultra gentil. Rendu là, il aurait pu aller à Newcastle. Il voulait prolonger au Real Madrid. Le Real lui ont dit c'est 1 an ou rien. Et ils lui ont mis un coup de botte, ils lui ont dit merci, au revoir, c'est tout. C'est juste la politique sportive du Real Madrid qui l'a amené à aller au PSG par la suite, puis à faire ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie de tomber dans cette romance du joueur ultra gentil, cool. Je trouve ça drôle, moi. Ouais, non, mais... Non, tu le trouves beau, arrête. Aussi, sûrement. C'est son Cannavaro d'aujourd'hui, tu sais. Et il y a personne qui arrive à la cheville de Cannavaro. D'accord, laissons Cannavaro, alors, pas de problème. Mais non, je pense vraiment que c'est une belle boucle pour lui. Je suis pas sûr qu'il ait les propositions dont on parle aujourd'hui en termes de millions aussi. Et puis, c'est une belle aventure pour ce joueur-là, qui est, à mes yeux en tout cas, je l'ai dit là, le meilleur défenseur de l'histoire. Je vois pas qui peut s'asseoir à sa table. C'est juste incroyable ce qu'il a fait. Une carrière, mais incroyable. Oli, t'as parlé de ça. Est-ce que j'ai reçu un texto de Paolo Maldini qui est comme... De Nesta. Je disais qu'il allait dire Nesta. Mais Oli, tu parlais de... Quand on résume un peu ce mercato de fou, t'as parlé d'une game de FIFA en quelque sorte, là. Ouais. C'est dur quand je me dis c'est quoi les plus gros coups, là. Puis là, c'est sûr, il y a le Messi, il y a Neymar, mais... Par ailleurs, le dernier Here We Go en date de l'enregistrement, c'est Ndombele à Galatasaray.
Bon. Donc voilà, c'est ça le dernier Here We Go. OK. Non, mais est-ce Par blessure. que, Oli, faut-tu s'attendre à ce que maintenant, toutes les fenêtres, tous les mercatos ressemblent à ça, soit complètement fou? Est-ce que vraiment on vient de franchir une nouvelle ère, puis faut s'attendre que Noël, l'été prochain, que ça ressemble toujours à ça? Écoute, on se disait ça avec Angie Makashkala en Russie. On s'est dit ça avec la Chine et sa Super League qui a amené des joueurs là-bas aussi. Il y a eu ces périodes-là dans différents championnats. Cela dit, l'Arabie Saoudite a réalisé quelque chose, ce championnat-là a réalisé quelque chose qui est sans commune mesure avec tout ce qui avait été fait auparavant, ce qui me laisse croire qu'ils ont les ressources nécessaires pour continuer à le faire et l'envie de continuer à le faire, surtout parce que ça fait longtemps qu'ils ont l'argent. Je veux dire, ils n'ont pas trouvé un coffre rempli d'or la semaine passée. Ça fait longtemps qu'ils ont de l'argent. Mais là, leur stratégie est bien enclenchée. Puis pas seulement dans le soccer. Hein. Quand tu dis que tu peux avoir je crois que c'est les Jeux asiatiques d'hiver qui vont être organisés en Arabie Saoudite. Une affaire du genre. La lutte. Oui, il y a de la lutte. Je regarde pas. je regarde pas ces affaires-là. Ton sport. C'est mon sport, mais je regarde pas ceux-là. Mais bref, là, la stratégie est vraiment bien enclenchée, puis j'ai l'impression que, justement, elle est quand même, elle repose sur des bases assez solides. Je pense que ça va être ça. Mais tu sais quoi, c'est peut-être mon âge aussi, mais on dirait qu'avec chaque été qui passe, moins je m'intéresse à ça, moins ça m'intéresse, puis j'ai juste le goût qu'on ait terminé la fenêtre des transferts pour finalement savoir qui joue où, puis là, on peut-tu jouer au soccer? Je pense que ça va juste exacerber ce sentiment-là qui me dit que le 15 juillet, parle-moi-en même pas. Moi, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, dans les têtes des amateurs de soccer, mais dans la tête des gens du monde entier. Lorsqu'on parlait d'Arabie Saoudite il y a à peine 2 ans, c'était justement pour des faits de manquement sur les droits humains, toutes les histoires de non-respect, justement, de certaines valeurs. Puis depuis 1 an, quand on dit Arabie Saoudite, c'est dans le monde entier, c'est soccer qui résonne dans les têtes des gens. Mais c'est ça le sportswashing. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Et ils y arrivent très très bien d'une certaine façon à nous faire penser au sport, au foot. Depuis 1 an, moi, quand on parle d'Arabie Saoudite, c'est vraiment ça. C'est les jeux qu'on veut organiser, c'est le golf. Alors que peut-être qu'on devrait parler de ce que tu peux ou ne peux pas tweeter là-bas. C'est le soccer, comme je le dis. Et c'est vrai que cette stratégie-là, d'une certaine façon, fonctionne et me fait dire que je ne vois pas de raison de revenir en arrière, justement. Je pense qu'ils vont continuer à investir, à mettre beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans et développer le foot qui est, à mes yeux en tout cas, je crois qu'on n'est même pas prêt. On n'est qu'au début. J'ai l'impression qu'on n'est même pas prêt de voir ce qui va vraiment se passer dans les 2, 3, 4 prochaines années. Et je sais pas, peut-être d'avoir la Coupe du Monde un jour là-bas, je vois pas pourquoi ce sera pas une ambition pour eux. Clairement l'objectif. Après le 14, ben oui, l'Arabie Saoudite. Oli, tu disais tweeter, mais parenthèse, là, maintenant que c'est X, c'est quoi le verbe, l'action? Tweeter. C'est pas Xer? Je suis pas à la merci du vocabulaire qu'une entreprise veut m'imposer. Oh, c'est tellement, ça résume tellement Olivier. Les gars... oui, c'est ça. Les gars, en fin de semaine, il y a Evan Bush, Rudy Camacho. Un autre bel homme, ça. Wilfried, non, c'est lequel? Evan Bush. Il n'arrive pas à cheville de Cannavaro. Moi, je trouve que c'est quand même les. Il y a match. Ben là, je pense à Colin Bush, quand même. Je ne ferai pas ça. Mais non, mais en fait, peux-tu me laisser parler, s'il te plaît? Qu'est-ce que je disais? C'est toi qui as commencé avec Cannavaro. Ben non, mais arrête de parler, là, de. En passant, tu ne devais pas amener Assoun à la lutte? Un moment donné, mais quand j'aurai pas les enfants, désolé les filles. Bon. OK. Bref, je disais qu'il y avait 3 anciens, Rudy Camacho, Evan Bush, puis un certain Wilfried Nancy qui sont venus au Stade Saputo en fin de semaine, puis ils ont eu du fun. Pas mal plus qu'Hernan de la Sadance. Ils ont marqué des occasions et ils ont été plus attentifs que nous dans les erreurs qu'on a fait. Je pense que collectivement, parce que ce sport, c'est un sport collectif, et collectivement, défensivement, c'était peut-être notre pire match de la saison. Mais aussi, comme tu as bien dit, tu joues contre des attaquants avec beaucoup de qualité, contre une équipe qui marque beaucoup de buts, mais aussi qui reçoit beaucoup de buts. Et à la base de notre expected goal, notre 13 tirs, 16 cadrés, même plus que Columbus, c'était dommage. Les gars, vous riez. Pourquoi vous riez? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est parce que Hernan Losada s'est mis à parler, puis là,
Assoun a dit Nacho. Ça lui a fait penser qu'il a vu Nacho la semaine passée. Exactement. Un peu un accent similaire en français. Hein? Mais je ne sais pas si Nacho dit expected goals. Puis c'est ça que je voulais savoir. Mais ça, t'aimes ça. C'est genre, c'est ça, c'est l'extrait que t'as retenu, les mots que t'as retenus. Expected goals. Ça, t'aimes ça, ces statistiques-là. Mais on lève notre chapeau quand même, le style Hernan Losada, c'est ça passe bien. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. On n'est pas rendu encore à avoir un balado sur le style vestimentaire et la mode. Tellement style, tellement mode. Donc, défaite du CF Montréal au Stade Saputo. Un match, je sais pas, bizarre. Beaucoup d'implications de l'arbitre. Bon, ce fameux but à la 43e minute, des gens sortent des images avec une ligne là, tracée sur ce fameux but, puis ça semble être hors-jeu. Est-ce que c'est hors-jeu? Est-ce que c'est pas hors-jeu? De toute façon, à un moment donné, on va arrêter de chialer sur ce qui s'est passé. C'est pas une excuse. Sur le coup, j'ai pensé qu'il y avait hors-jeu. Ouais. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas les arbitres qui sont responsables du placement des caméras non plus. Si les arbitres n'ont pas l'angle de caméra qui permet d'établir hors de tout doute qu'il y avait une erreur claire et évidente, tu peux pas revenir sur ta décision. Je pense que c'était... Je pense qu'à une autre époque, peut-être qu'on aurait levé le drapeau, à l'époque où il n'y avait pas cette reprise vidéo-là. Mais je suis pas scandalisé par, ultimement, qu'on donne le but. Je suis pas mal plus scandalisé par toutes les occasions que Montréal a ratées que par ça, sincèrement. Moi, avant l'action, j'ai envie de parler de la prestation de Wilfried Nancy dans son ensemble. Est-ce qu'il vient de confirmer à quel point il est bon? Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment au-delà du but. Même si Columbus avait perdu, en fait, c'est ce qu'a dégagé l'équipe de Wilfried Nancy pendant 90 minutes au Stade Saputo. Je trouve que il nous a fait mal quand même. Franchement, il nous a fait mal. Il nous a fait mal parce que il y avait la volonté du club, du CF Montréal, d'instaurer une politique sportive, de mettre un entraîneur justement qui allait reprendre le relais de Wilfried. Puis tu es dans un moment difficile où tu dois absolument gagner à domicile pour continuer à grandir au classement. Et puis tu as un ancien entraîneur qui est parti de façon difficile aussi, qui revient à domicile et qui te fait une leçon tactique qui est juste... Sincèrement, c'était une masterclass qu'il a fait Wilfried pendant 90 minutes. Et je trouve que il nous a fait mal, en fait. Il nous a fait mal. Et tu te rends compte que y avait franchement 3 niveaux d'écart entre une équipe, bien entendu, qui est dans un autre projet aussi, il faut le dire, Columbus. Eux, c'est gagné. Embauche Diego Rossi, c'est ça, c'est ça les intentions. Ça rigole pas à Columbus, là. C'est Rossi, c'est Cucho, c'est Gressel. Je veux dire, c'est des joueurs de haut calibre qui sont là pour gagner et aller chercher le trophée à la fin. Donc Rudy Camacho, un peu de respect. Aussi Rudy, ouais, c'est ça. Mais n'empêche qu'on sent la signature Wilfried Nancy. Ça, puis on sentait qu'il voulait particulièrement les joueurs gagner ce match-là à Montréal. C'est ça. Cucho l'a dit après le match, pas à mot couvert. On n'a pas dit on voulait gagner à Montréal pour Wilfried Nancy, mais un des chantiers à Columbus aussi, c'est de gagner davantage de matchs sur les pelouses adverses. Puis Wilfried le disait après la rencontre aussi. Regarde, nous, c'est dans tous les matchs. On veut mettre notre empreinte sur le match. On veut jouer à notre façon. Mais on veut gagner à l'extérieur aussi. Cucho Hernandez disait on voulait faire quelque chose. On voulait faire quelque chose pour nous. On voulait faire quelque chose pour ce staff-là. Ouais. Surtout. Quand il parle du staff, je veux dire, il n'y a pas juste Wilfried Nancy comme ancien. Pas juste Wilfried Nancy comme ancien. Il y a Yohan Damet qui a entraîné à l'Académie. Kwame Ampadu. Je veux dire, il y en a une bunch à Columbus qui sont des anciens de Montréal. Donc, dans cette optique-là, absolument, ils sont arrivés ici en conquérant. Ouais. Ils se sont comportés comme tels. Et moi, je trouve que c'est vraiment de bon augure pour la suite parce qu'une des choses que Wilfried Nancy a réussi à bien faire à sa deuxième saison à la barre de l'équipe, c'est justement d'asseoir le jeu de l'équipe sur les pelouses adverses. Columbus, il n'est pas encore tout à fait, mais ils en ont gagné quoi, 8, 9 la saison dernière, j'oublie, Montréal. Mais c'est ça aussi, c'est quand tu as quelqu'un comme Wilfried Nancy qui croit tellement en ses principes et en ce qu'il veut faire sur un terrain, tu ne veux pas jouer de deux façons selon que tu es à domicile ou à l'extérieur. Tu veux absolument t'imposer, peu importe où est-ce que tu es. Oui, absolument. Et puis, comme tu l'as dit, on avait un record de victoires à l'extérieur. Cette année, Columbus, je crois qu'ils avaient 2 victoires à l'extérieur seulement. C'est difficile pour eux d'aller chercher des victoires. Donc, c'est une victoire qui a d'autant plus de poids, j'ai envie de dire, dans ce qu'a voulu faire l'équipe de Columbus. Et la réalité, c'est ça, c'est que ça met un gros coup à Hernan Losada, lorsque tu parlais de Wilfried Nancy qui avait envie de faire quelque chose ici. J'imagine que Losada avait envie de prouver quelque chose aussi, de dire que, écoutez,
c'est moi aujourd'hui. Puis il a reconnu qu'il a joué différemment aussi. Ouais, exactement. Donc, c'est une grosse contre-performance, vraiment. Quand tu perds 3-0 à la mi-temps, à domicile, face à ton ancien entraîneur qui t'a amené énormément de succès la saison dernière, ouais, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Et c'était bravo à Wilfried pour ce qu'il a réussi à faire, mais pour le CF Montréal, c'était extrêmement difficile. Mais là, moi, je regarde ces matchs-là. Bon, oui, on a eu des belles étincelles, des fois, de Mathieu Chouinard, Opoku, mais je me dis, qui va marquer pour le CF Montréal? Tu sais, on a eu une époque... Anthony Vilsain. Non, mais oui, mais je sais pas, tu veux une réponse? C'est la seule que j'ai en ce moment. moment. Non, mais c'est ça un peu pour moi la problématique. Pendant une époque, bon, on a eu Didier Drogba, il y avait Nacho Piatti, il y a eu Kyoto. Là, je me dis, c'est qui va prendre cette équipe sur ses épaules, aller marquer le but important? Puis Vilsain, je comprends, là. Beau potentiel, mais c'est pas lui, il ne peut pas en marquer 3 par match, là. Oui, c'est sûr que c'est qui marque 3 buts par match? Ouais, c'est parce que c'est ça qu'ils ont besoin, tu sais. Moi, c'est vrai que devant, ça a été compliqué, mais j'ai été vraiment inquiet plus derrière. Moi, sur ce match-là, j'ai l'impression qu'il y avait... Là, il n'y a pas de Waterman. C'était un des pires matchs. C'était un des pires matchs. Ouais, franchement, Olivier, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment difficile. Là. C'était un des pires matchs que j'ai vu défensivement. Campbell, j'ai trouvé très limité. Beaucoup d'erreurs. Ça a été très compliqué. Donc, c'est collectivement. Bien entendu, offensivement, il y a des choses à aller ajuster. Romel Kyoto, je veux dire, quand tu es dans la peau de Romel Kyoto, faut pas que ces joueurs-là se disent que c'est pas de leur faute, que s'ils avaient été là, ça aurait été mieux. Non, c'est aussi de ta faute. Parce que si tu étais à 100%, tu aurais pu aider cette équipe-là. Ou si tu ne voulais pas jouer, on aurait pu un joueur qui prend ton argent, en fait, on l'aurait mis sur le terrain et il aurait aidé à performer aussi. Donc, c'est tous ces regards-là qui sont très importants. Le joueur majeur, c'est censé être justement Kyoto, mais être absent aussi longtemps sur une saison, je veux dire, aucune équipe ne peut s'en sortir avec un budget aussi limité que celui du CF Montréal. Donc forcément, ça fait la différence. Quand tu as ton joueur clé qui est absent, ça devient plus difficile. Tu essaies de trouver des solutions, mais c'est vrai que il y a beaucoup de manquements et beaucoup de travail à faire pour arriver à évoluer et à se retrouver au statut d'un Columbus aujourd'hui. Avec les blessures, là, je me disais, où est Sean Ria? Parce que, je sais pas, en début de saison, tout à coup, il était dans les plans, peut-être qu'on lui donnait trop de responsabilités, mais là, il n'est même pas du tout, il voit que l'équipe réserve, en quelque sorte, là. Mais on ne le met même pas sur le banc. Je me dis, pourquoi il ne pourrait pas, lui, aider à aller chercher un but en fin de match, des fois? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des décisions tactiques, techniques qui sont prises par le coach. Victor Wanyama. Oui, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis de l'argent qu'on laisse de côté, qui dort, Oli, comment ça, Wanyama? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça aussi. Moi, je pense, je vois pas d'autre explication que celle peut-être d'une différence de projet, celui d'un joueur qui a peut-être des choses dans son contrat qui doivent être prises en compte aujourd'hui. Mais je veux dire, Wanyama doit jouer tous les jours sur le plan sportif. Qu'est-ce qui fait qu'il est sur le banc? Je me pose beaucoup de questions. Donc, c'est tout ça qui fait que on retrouve un CF Montréal moyen aujourd'hui. C'est le mieux qu'on puisse dire. Et je sais pas. Wanyama, pourquoi il joue pas? Mais ça part un peu d'un problème. Si tu dis qu'il y a peut-être un certain différent, je veux dire, si tu as des problèmes avec tes meilleurs joueurs, ça devient compliqué. Ça fonctionne vraiment pas, Ali, là. Non, ça devient tout à fait compliqué. Puis, écoute, je continue à croire que cette équipe-là est meilleure que le visage qu'elle nous a présenté contre Columbus. Mais ça va prendre une pas mal meilleure exécution. Quand tu regardes, ils sont quand même arrivés à créer des occasions. C'est ça qui est enrachant si je suis fan de Montréal. C'est qu'il y a quand même des occasions. Il y a des occasions de revenir au score, mais les ratages qu'il y a dans la surface de réparation, je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas si c'est un retour de balancier parce qu'il y a des occasions qui ne devaient pas finir au fond précédemment à domicile. Je veux dire, Montréal était vraiment, vraiment bon à domicile depuis le début de la saison. Je ne sais pas si c'est un retour du balancier, mais là, il y a eu un manque de réalisme dans la surface de réparation dans ce match-là. Montréal aurait pu marquer, je pense, au moins un autre but. Columbus, puis Wilfried Nancy n'a pas adoré la deuxième mi-temps de son équipe. Là, il l'a dit, ils ont vraiment moins bien géré le match en deuxième mi-temps, puis on peut comprendre pourquoi il était échaudé.
Mais Montréal, quand ils ont des occasions, les bonnes équipes, même quand elles déjouent un peu, elles trouvent une manière de s'accrocher à quelque chose, puis Montréal a de la difficulté à faire ça. Oui, mais franchement, il y avait trois niveaux d'écart. Sincèrement, dans les watts dégagés là, en termes de puissance au milieu de terrain, on est d'accord. Je veux dire, sur le premier but, Olivier, tu te rappelles quand Nagby fixe côté droit sur 30-40 mètres, je veux dire, tu sens la puissance qui dégage. Samuel avait du mal à le suivre, puis ça décale, bam bam, une touche, but contre son camp, mais tu vois déjà que la stature des joueurs là, c'est Nagby là, c'est pas pareil. C'est le gars, c'est le métronome au milieu de terrain, et puis devant lui, comme on l'a dit, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. C'est ça, oui, c'est des joueurs qui sont exceptionnels. Donc forcément, à la fin, ça se paye. On a, oui, des situations qui peuvent permettre au CF de revenir à chaque fois, mais tu as l'impression que dans le contenu pendant 90 minutes, tu as une équipe de moins de 20 ans, 21 ans, 22 ans, et tu as une équipe d'expérimentés, de gaillards là, qui jouent avec le cigare à la main, et quand ils décident d'accélérer, ça fait mal, et c'est ce qu'on a pu voir là, le centre de Rossi côté gauche, je veux dire, c'est de la classe internationale. Ils décident de la déposer, bim bam, but. Je veux dire, tu peux pas rivaliser longtemps avec ce type de joueur aussi. La bonne nouvelle pour le CF Montréal, c'est qu'ils sont encore présentement dans le scénario des séries éliminatoires, 8e au classement dans l'association de l'Est. Prochain match au Stade Saputo, c'est samedi le 16 contre Chicago. Nous, on sera là de retour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Hassoun. Merci. À bientôt, Franck Lopas. Pas une grosse game en fin de semaine, Franck Lopas. C'est vrai, ouais. Merci. C'est dur pour lui. Merci, Loli. Es-tu allé à son restaurant préféré? Non, mais il était à Chicago récemment. J'en ai trouvé un autre. Puis sincèrement, je préfère la pizza. Ouais, Hassoun a découvert le baseball, ce sport mythique. Aussi. Dans un stade mythique. Merci, Loli. Merci. Merci à Jacques-Alexis à la réalisation. Merci à Yann derrière la console. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.